Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, nos auditeurs vous connaissent bien, évidemment comme ancien directeur du Nouvel Obs et de Libération, mais aussi comme directeur du site lejournal.info. Un site social-démocrate. Exactement, qui participe à la reconquête de la gauche. Et vous vous êtes occupé d'une autre conquête, la conquête de la liberté. C'est chez Talandier, c'est un livre qui va de Mirabeau à Mitterrand. Mais moi j'ai été surpris par le titre, je pensais qu'avec ce contenu-là, ça serait plutôt la conquête de l'égalité. Vous êtes resté sur la liberté, pourquoi ? Parce que sans égalité, il n'y a pas de liberté. Les deux choses vont ensemble. En fait. Si vous êtes libre mais que vous êtes peu nombreux, vous savez que la plupart des gens ne le sont pas. Et quand on est en bas de la société et qu'on travaille 15 heures par jour et qu'on a un salaire de misère, on n'est pas libre. Donc l'égalité est un... Et c'est le fruit de l'art de la liberté ? Est une composante de la... Mais s'il n'y a pas de liberté, de toute façon, il n'y a pas d'égalité. Dans notre histoire... Vous connaissez un régime où l'égalité existe sans liberté? N'était-ce pas le rêve de certains totalitarismes? C'était le rêve du communisme. Mais on a vu très vite que les bureaucrates du parti avaient une position sociale très... La nomenclatura, tout de suite. Avait une position très supérieure à celle des ouvriers. Donc l'inégalité, c'est... Pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait lutte, il faut qu'il y ait liberté de coalition, de grève, de protestation, etc. Ce sont deux notions qu'on oppose souvent. Hein. Les gens disent oui, mais s'il y a la liberté, il n'y a pas l'égalité, vice-versa. C'est vrai dans certaines circonstances. Mais si vous voulez arriver à la vraie liberté, vous avez besoin de l'égalité. Parce qu'il faut définir la liberté. Moi, je ne fais pas une définition psychologique ou philosophique. Je dis, la liberté, c'est le pouvoir de diriger sa propre vie. Si vous êtes en but à une tyrannie politique, vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes en but à une tyrannie économique, vous ne pouvez pas plus. Vous n'êtes pas maître de votre destin. Dans votre livre, vous accordez une grande place à des figures féminines. Certaines connues, comme par exemple Louise Michel, d'autres moins, comme Thérèse Cabarrus ou Gertrude Stein. Pourquoi cette place donnée aux femmes ? Parce qu'elles ont été sous-estimées depuis le commencement du monde. Le rôle est actif ou le rôle est d'influence ? Alors, leur rôle est moins visible parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas le droit de vote, d'abord, quand il y a eu le droit de vote, et elles n'avaient pas le droit de participer aux responsabilités, sauf à être reine. Mais il n'y avait pas de ministre femme, par exemple. Ça n'existait pas. Les femmes étaient confinées. Après, on dit on n'a pas vraiment progressé. Si, on a fait un progrès immense, c'est que les femmes maintenant prennent des responsabilités, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, celles qui ont joué un rôle l'ont fait par influence. Manon Roland. Alors, Manon Roland, parce que c'était la femme de Monsieur Roland. Ministre, qui, lui, était un ministre, peu fade, lui. Qui était fade et un vieux monsieur, compétent, c'est un type tout à fait bien. Mais elle était absolument brillante, passionnée et forte. Et c'est elle, en fait, qui a fait une grande partie de la Révolution. On l'oublie toujours, ça. Elle le paye de sa vie. C'est la phase libérale de la Révolution républicaine. Et ensuite, Robespierre est arrivé. Mais toute la période qui précède Robespierre, c'est Manon Roland qui fait la théorie et la pratique. Mais évidemment, comme elle n'est pas députée, on la connaît moins. C'est les Girondins, c'était l'égérie. On disait l'égérie, c'est pas l'égérie, c'était l'inspiratrice des Girondins. On l'a connue assez pour la guillotiner, hein, comme d'autres. Oui, alors c'était la bataille entre Montagnards et Girondins, et comme c'était la principale Girondine, elle a été effectivement guillotinée. Et elle a dit cette phrase formidable, liberté que de crimes on commet en ton nom. Madame de Staël, penseuse intellectuelle, elle, du libéralisme. Voilà, alors lui, on dit toujours, c'est la fille de Necker. Necker, c'était le grand ministre de Louis XVI. Suisse. Qui était suisse. Et on dit, c'est la femme de Benjamin Constant, la compagne de Benjamin Constant, l'homme le plus intelligent de son époque. À l'époque, on l'appelait comme ça. Mais elle était tout aussi intelligente que lui. Et en plus, ses livres, Constant a fait des grands livres comme Adolphe, par exemple, et puis d'autres, des traités politiques. Mais elle a fait des grands livres qui sont un peu oubliés maintenant, mais qui sont extrêmement bien écrits, où il y a l'émancipation féminine, la construction de l'Europe, le régime libéral. Elle a concouru beaucoup à la théorie et à la pratique de la liberté. Alors vous dites à propos du directoire, la liberté suppose une certaine stabilité politique et un sens du compromis qui font défaut dans un pays travaillé sans cesse par des ferments de guerre civile. Vous parlez de 2024 aussi, là, non ? Oui, ça n'a pas changé. Le directoire, c'est un régime qui a été sous-estimé, lui aussi, parce qu'il y a une œuvre du directoire. Entre la Révolution et Napoléon, il y a le directoire. Voilà, il y a le directoire. Corrompu néanmoins. Alors, corrompu et surtout avec une constitution vicieuse où il ne pouvait pas y avoir de compromis entre l'exécutif et le Parlement. Il n'y avait aucun moyen de régler les conflits. Donc ça a fini par échouer et Bonaparte en a profité pour prendre le pouvoir.
Mais le désordre qui s'est installé sous le Directoire, plus le discrédit des dirigeants, à cause de la corruption notamment, mais aussi de leur brutalité, c'était des gens brutaux, a conduit à l'opinion de l'époque, l'opinion qui était plus étroite qu'aujourd'hui, c'était les gens qui s'occupaient de politique, quoi, à considérer qu'il fallait réformer ce régime parce que il était désordonné. Et on a revu la même chose à la fin de la Troisième République, où on a imputé à la Troisième République, en partie à raison d'ailleurs, la défaite de 40, à cause de son impuissance, de son aboulie, quoi. Et puis pareil à la fin de la Quatrième, quand De Gaulle a fait le procès, en disant mais ce régime est incapable de résoudre les crises qui assaillent le pays, notamment la crise algérienne. Et pourtant, vous dites, le sauveur, l'homme providentiel, il est presque toujours contre la liberté. Sauf De Gaulle, qui a réussi à se tenir du bon côté, mais il était soupçonné aussi de vouloir être. Il a hésité. Il aurait pu être. Au tout début, la France libre, ça s'appelait quand même la France libre. Bon, c'était quand même. Il avait repris, bien sûr. Mais ils ont hésité à reprendre la formule de la République, liberté, égalité. Ils ont mis un an à le faire. Au début, c'était honneur et patrie. Honneur et patrie. Et après, ils ont pris sous la pression des Français libres d'une part, et puis des syndicats, des partis politiques qui ont dit au général. Écoutez, il faut maintenir la République. Et en 58, il se pose encore la question ? À mon avis, non. Je pense que le général n'a pas du tout eu l'intention d'établir une dictature en 58. Un régime plus fort. Mais il avait d'ailleurs déroulé à l'avance ses projets le discours de Bayeux constitutionnels, on les connaissait. Donc républicain. Oui, c'était la République, mais avec un exécutif fort. Aujourd'hui, la République est vaccinée contre de tels coups de force, le 18 Brumaire, ce que Boulanger aurait pu faire, ou MacMahon, ou ce qu'a fait De Gaulle ou Pétain. Ça ne nous arrivera plus. Des coups d'État violents, j'y crois pas trop. Mais enfin, on ne sait jamais. Hein. En revanche, qu'il y ait une évolution autoritaire du régime, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Impuissance et désordre. Là, j'ai fait un récit. Moi, je raconte les événements et je raconte les personnages. Et j'espère que ça se lit un peu comme un roman d'aventure. Mais il y a des leçons aussi. Parce qu'à chaque fin de chapitre, je mets une sorte d'éditorial qui tire la leçon. Et une des leçons, c'est que ce régime de liberté qui a fini par triompher est fragile. Et il est fragile. Pourquoi ? Parce que quand il ne résout pas les grands problèmes de la société, quels qu'ils soient, hein, ça peut être une crise économique, ça peut être une crise extérieure, ça peut être un ferment de guerre civile. Quand il ne résout pas ces questions-là, la tentation du sauveur et de l'autorité revient très vite. Parce qu'on choisit, dites-vous, la gloire contre la liberté. Mais peut-être que la gloire permet ensuite de restaurer la liberté, de redonner de l'air politique aux Français. Ça s'est rarement vu, honnêtement. Les sauveurs ont du mal ensuite à laisser la société vivre elle-même. Le seul exemple qui me vient à l'esprit, enfin, il y en a deux, c'est Mandela, qui était sauveur, aurait pu devenir une sorte de roi, etc. Dans un esprit de vengeance. Oui. Et opérer une vengeance contre les Blancs qui avaient opprimé les Africains. Mais il ne l'a pas fait. Donc il a instauré une démocratie. Et Washington a fait un peu la même chose. Mais quand vous prenez les Français, Bonaparte, Napoléon Ier, c'est l'hubris. Plus il avançait, plus le régime devenait autoritaire. Un seul journal, dites-vous, en 1815 était autorisé. Et il faisait l'éditorial. Dont il faisait l'éditorial. Ouais. Et Napoléon III, c'est pareil. À la fin, il a essayé de faire avec Émile Olivier, il fait des concessions, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et Pétain, n'en parlons pas. Vous donnez cette définition de la monarchie de Juillet, page 152. C'était un régime de liberté dominé par les élites. C'est aussi ce qu'on trouve aujourd'hui. Mais ça a une origine. C'était l'idéal des constituants de 89. Bien sûr, l'élite éclairée qui... À l'époque, on pensait... D'ailleurs, la philosophie des Lumières disait ça, c'était le despotisme éclairé. On estimait que le peuple, étant inculte, analphabète, ne pouvait pas participer aux affaires publiques, et que ceux qui n'avaient pas de propriété risquaient de prendre des décisions irresponsables. Donc on voulait des propriétaires. Parce qu'eux, ils savaient gérer, ils étaient responsables. Mais on oubliait que ceux qui étaient les citoyens passifs, on disait, donc exclus des affaires publiques, étaient ceux qui subissaient les conséquences des décisions. Et donc l'idée du suffrage universel était déjà en germe. En plus, toute l'histoire, c'est un film où il y a un pitch. C'est-à-dire que le pitch, c'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et demeurent libres et égaux. Et c'est pas une constatation, c'est un idéal. Et vous vous rendez compte qu'en 89, donc c'était les hommes blancs. D'ailleurs, Condorcet avait dit, mais attendez, il faut changer le droit de l'homme parce qu'il y a que des hommes blancs ici. Donc on va mettre les hommes blancs, naissent libres, égaux en droit. Alors c'était un sarcasme. Mais ensuite, les esclaves, évidemment, ont demandé leur libération. Ça a mis un demi-siècle.
Les femmes l'ont demandé petit à petit. Ça a commencé avec l'homme de gauche, puis ça a continué ensuite. Ça a mis un siècle et demi. Et surtout, les ouvriers et les paysans, chacun dans leurs problèmes, ont dit, mais on n'est pas libre ici. On n'est pas... Vous êtes libre, vous dirigez le pays, vous êtes des bourgeois, etc. Alors, et nous, on nous empêche de participer. Alors, il y a ceux qui sont en deçà de la liberté idéale, puis il y a ceux qui vont parfois au-delà. Vous dites, Robespierre, vous dites page 90, c'était finalement le mépris de la liberté au nom de la liberté. Il y a cette menace toujours du culte de la vertu qu'on retrouve chez Mélenchon. Mais c'est le problème de la révolution, ça. C'est le problème de la rupture, de la radicalité. La radicalité est le fait de gens qui sont tellement sûrs d'avoir raison, qui pensent qu'il n'y a pas de limite à leur pouvoir, que toute limite devient une modération coupable, voire une traîtrise. On voit bien d'ailleurs dans l'affaire Cazeneuve et Castet, l'argument contre Cazeneuve, vous êtes un traître, parce que vous avez des solutions plus modérées, donc vous êtes un traître. Et Robespierre, c'est pareil. Danton dit on a gagné la guerre, on arrête la terreur. Robespierre dit Danton a trahi. Et il est guillotiné. Ouais. Et c'est permanent dans la gauche radicale. Il y a une telle besoin de pureté et un tel idéalisme, finalement, mais qui est dangereux, que tout obstacle doit être balayé, y compris par des moyens violents. Mais quand on utilise des moyens violents, ils se retournent contre leurs promoteurs. D'ailleurs, Robespierre a été guillotiné. Pour finir, un mot sur un idéal qui n'est pas dangereux, celui de Victor Hugo en 1848, la liberté universelle. Vous y croyez ? C'est l'idéal. Pourquoi c'est l'identité française ? Si j'ai 30 secondes, les Jeux Olympiques, pourquoi la cérémonie d'ouverture a un tel succès ? Parce que c'est l'identité que les Français voudraient avoir. C'est-à-dire, il y a un patrimoine historique, un héritage formidable, et en même temps, il y a une liberté de création, une liberté tout court extrêmement forte. C'est comme ça que les Français se voient. Et c'est le message qui a été universel au moment des Jeux Olympiques, mais qui avait déjà été universel au moment de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, nous, on est Français, mais on parle à tout le monde. On parle à l'humanité, on dit à l'humanité, soyez libres. Eh bien, cette conquête, ce combat continue. La conquête de la liberté de Mirabeau à Mitterrand, c'est aux éditions Talendier. C'est un livre de Laurent Geoffrin, le passionnant roman de la France. Merci Laurent, bonne journée. Merci à vous.